de prédilection. 1810, Saint-Pierre Bédard, qui est le directeur du Canadien, est emprisonné, libelle séditieux. Il véhicule une idée politique qui va à l'encontre, non pas de l'Assemblée parlementaire, de la majorité parlementaire et de la majorité électrique, non, à l'encontre du système et des dirigeants de ce système. En fait, c'est un texte séditieux. Il est accusé comme un libelle séditieux. C'est en quelque sorte une accusation de traîtrise, finalement. Bon, 1812-1815, c'est une autre guerre entre les États-Unis et l'Angleterre. D'ailleurs, les États-Unis vont tenter d'envahir le Canada. Ça va beaucoup grever le budget des deux Canada, hein, du Haut et du Bas-Canada. 1822, projet d'union avec les marchands anglais. Les autres ont compris, l'évolution démographique là, commence à changer royalement, justement. Parce qu'avec l'immigration, évidemment. Et si on unissait nos deux sections, avec les loyalistes qui sont arrivés, nos deux provinces, c'est peut-être minoritaire. Ils vont peut-être perdre la majorité parlementaire. Et là, on va les avoir. Ils vont perdre peut-être même la majorité ethnique. On va les dominer, les maudits Canadiens dociles qui font toutes sortes d'affaires. On ne sait pas trop ce qu'ils s'en vont. Des fois, ils ont des sympathies américaines, des fois, ils n'ont pas. Des sympathies françaises. Ils sont durs à contenir. Hein. On ne sait pas ce qu'ils s'en vont. Donc, le projet en 1822. Réaction immédiate, 1823, Papineau et Nelson, John Nelson, vont à Londres, pétition de 60 000 noms. 60 000 noms pour l'époque, c'est majeur. C'est très important considérant les moyens de communication qu'on a. Hein, vous comprendrez? 1827, 87 000 noms. Mais là, ça témoigne d'une radicalisation des choses. 1826, le Parti canadien s'est transformé en parti patriote. Il y a comme une scission dans les réformistes qui disent non, il faut rester dans ce système. Les Anglais sont généreux, attendons, on verra. Là, je dis non, regarde. On a une assemblée, l'assemblée devrait avoir telle prérogative, on ne les a pas, poussons la question, on revendique, on pétitionne. En fait, c'est tout le processus politique qui prend l'essor. En témoigne cet extrait suivant d'Étienne Parent, qui achète le Journal Le Canadien en 1831. Les journaux ont souvent changé de propriétaire à l'époque. Le 7 mai 1831, cet extrait, hein, c'est le sort du peuple canadien d'avoir non seulement à conserver la liberté civile, c'est-à-dire la lutte pour la démocratie, mais aussi à lutter pour son existence comme peuple, c'est-à-dire la lutte nationale, la résistance nationale. Plus que ça. Le seul moyen que nous avons est d'apprendre à nous gouverner nous-mêmes. Oh, là, on a presque l'idée de libération nationale. En 1831, et Étienne Parent, c'est pas un patriote radical, c'est un réformiste. Ça vous donne un peu l'idée du climat. 1832, élection partielle à Montréal, quartier ouest, 3 morts. 3 Canadiens sont tués par l'armée. Et le gouverneur et le juge vont absoudre les soldats. Super. Et là, vous avez tué, c'est pas, ils ne sont même pas punis, ça marche pas ça là. 1834, 92 résolution. Le texte est de nature bourgeoise. En 1834, on sent des revendications qui viennent des notables, hein, les avocats, les médecins, les notaires, même s'ils sont très près du peuple chez les Canadiens, de par l'historique, hein, il n'y a pas eu encore de détachement vraiment de cette élite-là, ils sont quand même très près. Mais c'est néanmoins des revendications bourgeoises, comme d'ailleurs, il y a eu un circuit en Europe, hein, c'est le printemps des peuples, et les bourgeoisies tentent graduellement à secouer, bon, tantôt un peu plus tôt, tantôt un peu plus tard, à secouer les aristocraties antérieures. Même année, fondation de la Société Chaland-Baptiste, conscience patriotique. On témoigne, ouf, ça prend une coche. À l'automne, 77 patriotes sont élus sur 88 députés au Bas-Canada. Là, c'est pratiquement rompu la coupure. Septembre 1836, ultime concession de Gosford qui a remplacé Elmer. Conseil exécutif devient électif. Proposition. Finalement, c'est comme l'élection du gouvernement. Trop peu, trop tard, ça ne marche pas. Mais les Anglais, là, ils n'en peuvent plus de ces concessions-là. Sans les trop, ils font le Doric Club. C'est la lutte armée pour sauvegarder les intérêts de la minorité. Donc, c'est une lutte armée qui s'inscrit en faux du fonctionnement parlementaire, parce qu'ils sont minoritaires encore à l'intérieur de l'Assemblée. Et il y a Adam Tom, journaliste hein, à Montréal, qui va même prêcher des grandes campagnes de racisme. À ça va être répondu, du côté patriote, aussi la lutte armée, la résistance armée,
avec des fils de la liberté en 1837, hein, c'est les Sons of Liberty, c'est nos Sons of Liberty en quelque sorte, très inspirés du mouvement républicain aux États-Unis. Mars 1837, Russell répond par 10 résolutions, ce qui bafoue les 92 résolutions. La rupture est complète. 7 mai 1837, première des assemblées publiques. Et là, c'est fondamental, c'est l'Assemblée de Saint-Ours. On passe des revendications bourgeoises aux revendications populaires et révolutionnaires. Quelques-unes de ces résolutions de cette première assemblée. Il va y en avoir une multitude durant tout l'été d'ailleurs, un peu partout. Surtout dans quelques régions, hein, la Montérégie et les Laurentides, surtout, mais pas exclusivement. Deuxième résolution de l'Assemblée de Saint-Ours, hein, on dit « Nos garanties ont été violées, les traités antérieurs n'ont pas été respectés, nous sommes justifiés à la révolte. » Troisième résolution, on dit « Nous sommes nombreux, nous appelons à la résistance, allons chercher des sympathies. » Et des sympathies, ils en ont. Ils en ont aux États-Unis, ils en ont aussi à Londres. Même à l'intérieur de la Chambre des communes, il y a des députés très libéraux qui militent en faveur du sort des Canadiens. Mais à l'extérieur de la Chambre des communes, ici, c'est très intéressant, 1837, la Workingmen's Association of London, c'est un syndicat, en quelque sorte, hein, une association syndicale, qui envoie des missives, des correspondances avec le comité central des patriotes et qui les appuie dans leur lutte révolutionnaire démocratique, à lutter contre la tyrannie, à lutter pour l'émancipation sociale. On voit là, que c'est avant le manifeste du Parti communiste en 1848. Là, ça témoigne jusqu'à quel point le printemps des peuples qui s'opère un peu partout en Amérique latine, en Europe, mais aussi ici, on n'est pas enfermé sur nous-mêmes, on vit à l'ère du monde. Cinquième résolution, hein, dans les assemblées de Saint-Ours, on dit la voie à suivre, c'est la République américaine. Sixième résolution, ça c'est assez révolutionnaire quand même, on dit les lois qui viennent de nous passer, là, on les considère comme nulles et non avenues. Ça y est, ils n'ont plus de pouvoir, on ne reconnaît plus leur pouvoir. En conséquence, c'est notre pouvoir, vous comprenez? Septième résolution, c'est la lutte contre la tyrannie, et je veux vous la lire celle-là. C'est merveilleux. Toutes ces résolutions-là, -là, ce n'est pas des notables, là. Ça vient du peuple, des citoyens. En fait, les citoyens ne sont pas citoyens au sens d'une république, mais ils le souhaitent, en tout cas, ils travaillent pour. Contre la tyrannie, septième résolution, écoutez ceci. Que, ne nous regardant plus liés que par la force du gouvernement anglais, nous ne serons soumis comme un gouvernement de force, attendant de Dieu, de notre droit et des circonstances un sort meilleur. Les bienfaits de la liberté et un gouvernement plus juste. Que cependant, et là ça peut même s'appliquer aujourd'hui, avec le scandale économique, comme notre argent public, dont ose disposer sans aucun contrôle le gouvernement de la métropole, va devenir entre ses mains un nouveau moyen d'oppression contre nous, et que nous regardons de notre devoir comme de notre honneur de résister par tous les moyens actuellement en notre possession à un pouvoir tyrannique, pour diminuer autant qu'il est en nous ces moyens d'oppression, nous résolvons. Je pense que c'est assez clair. C'est la rupture révolutionnaire. Donc, il y a les multiplications des assemblées, Gosford les interdit. C'est pas grave, on continue. On va connaître ça sous la loi des mesures de guerre un peu plus tard. Plus tard, en mars, les Fils de la Liberté adressent aux jeunes gens un message, je lis juste une petite phrase, un très long message. À nous est confiée la tâche de poursuivre les sublimes projets entendus de nos pères et d'affranchir de nos quelque chose. Excusez-moi, mais j'arrive pas à dire. Non, c'est pas ça, ça y a un J là-dedans. Notre bien-aimée patrie. Le jour, je sais pas. Oh, c'est peut-être le jour, mais j'ai drôlement orthographié ce jour. En tout cas, excusez-moi pour la citation. Notre bien-aimée patrie, de toute autorité humaine, autre qu'une intrépide démocratie assise au milieu de son sein. C'est-à-dire une démocratie démocratique, effectivement. Et c'est comme la poursuite, hein, c'est la fameuse société globale qu'on revendiquait. Il l'avait revendiquée. Le 24 octobre 1837, Assemblée des six comtés, c'est l'appel à l'insurrection. On a vraiment les deux dans l'âme. C'est l'appel à l'insurrection où continuons ce qu'on est capable de faire, mais on ne sait pas trop. Hein? L'appel des six comtés au peuple du Canada. Le peuple doit, tout partout, être imbu de la conviction que les grands sacrifices, le sacrifice, c'est pas facile de la liberté, c'est des sacrifices à faire, doivent être en proportion de l'objet glorieux que l'on a envie d'accomplir et que les inconvénients personnels qui seront la conséquence en faveur
de la bonne cause, doivent être endurées non seulement avec volonté, mais aussi avec fermeté. Et non, comme le disaient certains péquistes, au lendemain de l'indépendance, ça ne sera pas facile. Non, ça ne sera pas facile, ça va être difficile, mais c'est ça la quête de la liberté, il faut être prêt à en payer le prix. Des affrontements militaires, victoire à Saint-Denis, mais défaite ailleurs. En fait, première victoire à Saint-Denis, c'est un peu la guerre de guérilla. Après, ils vont abandonner la guerre de guérilla. Les felkistes, beaucoup plus tard, vont songer à cette idée de guerre de guérilla, ils vont le mettre en application. Et d'ailleurs, ils vont obtenir plusieurs gains de 1963 à 1971 sur l'offensive. Hein. C'est l'agression partout, on ne se battra pas. Avec leurs moyens, avec leurs méthodes, ils sont plus nombreux, ils ont tous les instruments. Écoutez, là, c'est la boucherie. 28 février 1838, déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Ça, quel document? On devrait l'enseigner tout le temps dans nos écoles. C'est fort malheureux qu'on ne l'enseigne pas. Premier article, qu'à compter de ce jour, le peuple du Bas-Canada est absous de toute allégeance à la Grande-Bretagne et que toute connexion politique entre cette puissance et la Grande-Bretagne cesse dès ce jour. C'est l'affirmation de la rupture. Deuxième article, bon, la forme du gouvernement, ça va être une république, gouvernement républicain. Troisième article, égalité des droits, incluant les Indiens, les Autochtones. On est quand même, c'est pas pire, là, on est pas trop rétrograde, on est très progressiste. Les femmes? Comment? Les femmes, les femmes ne sont pas mentionnées là-dedans, malheureusement. Ils ont quand même des lacunes, n'est-ce pas? C'est un régime républicain. Comment? C'est un régime républicain, l'égalité homme-femme, dans le droit de vote, tout ça. Pas vraiment, parce que, en fait, là, c'est un peu complexe, parce qu'à l'intérieur des patriotes, il y en a qui sont beaucoup plus radicaux, comme les frères Nelson, entre autres, d'autres qui sont plus modérés, comme Louis-Joseph Papineau. Papineau, c'est un seigneur. Bon, c'est un seigneur qui n'avait pas les mêmes pas les mêmes penchants que bien les seigneurs qui penchaient du côté anglais. Il penchait du côté évidemment canadien. C'est un leader canadien. C'est même probablement lui qui a moussé toute cette situation-là jusqu'à là. Mais rendu là, non, il ne voulait pas, parce que les frères Nelson, ils voulaient dire pas besoin de possession terrienne pour voter. Tout le monde vote. Papineau a dit non, il faut garder un minimum de possession, puis il va restreindre le droit. Papineau ne veut pas que les femmes votent, parce que dans son optique, et dans le fait des possessions, c'est que les femmes anglaises sont riches et peuvent voter si on applique le droit de vote, si on l'étend aux femmes. Alors, il dit non, il ne faut pas que les femmes votent. Parce que de l'autre côté, les femmes canadiennes, ils ne possèdent rien, ils ne voteront pas. Ils vont juste envoyer des femmes anglaises, ça va encore favoriser, tu sais, c'est comme un raisonnement national, mais pas anti-progressiste. Vous voyez un peu c'est le contexte. Oui, c'est ça. 5e article, abolition du régime seigneurial. 9e article, restriction de la peine de mort pour les meurtres seulement. Bon, c'est pas la fin de la peine de mort, mais quand même, pour cette époque, c'est déjà une progression, une avancée. 11e article, liberté de presse. 12e article, procès par juré. Très important. 13e article, l'éducation publique et générale. Fort important. 4e article, le vote secret. Pour plus qu'il arrive des histoires de on va vous charger devant le vote, puis votez pas vous autres, on va vous examiner. 18e article, égalité du français et de l'anglais dans les affaires publiques. C'est très avancé. Mais l'article le plus intéressant, de mon point de vue, pour nous, aujourd'hui, l'article 15. Qu'aussitôt que les circonstances pourront le permettre, le peuple choisira des délégués suivant la division actuelle du pays, dans les villes, bourgs et comtés, qui constitueront une convention ou corps législatif afin de baser et d'établir une constitution selon les besoins du pays et conformément aux dispositions de cette déclaration d'indépendance, sujette à être modifiée suivant la volonté du peuple. C'est l'Assemblée constituante. Elle prend forme dans la vision des patriotes. C'est quelque chose d'absolument fondamental parce que nous retrouverons l'Assemblée constituante, l'idée de l'Assemblée constituante à différents moments dans l'histoire. Je rappelle que le programme du Parti québécois de 1968 à 1973, donc de ses débuts,
c'était un programme qui déclarait l'indépendance en arrivant au pouvoir et promulguait une assemblée constituante et la Constitution devait être rédigée par le peuple. En 80, après la marche, en 82, après le... Oui, c'est pas possible. Après, la défaite du référendum de la Constitution, la Grande Marche du Québec, on va réclamer à cette époque aussi la Constituante. Les syndicats vont faire leur cheval de bataille à certains moments. Et Québec solidaire arrive avec cette idée. Elle ne sort pas de nulle part. Elle origine du fondement progressiste de lutte de libération nationale des Canadiens patriotes, l'Assemblée constituante. C'est absolument formidable. Et ce pourquoi j'insistais pour partir de Nouvelle-France, c'est peut-être, finalement on n'aura pas le temps de faire bien plus que ça, mais au moins pour comprendre que les patriotes s'inscrivent dans un courant historique et que ce courant historique-là ne s'achève pas par la répression des patriotes. Il se perpétue par une lutte de résistance qui va prendre de multiples formes et qui va émerger selon les conjectures et les conjonctures. Et Québec solidaire tente, tant bien que mal, en forgeant son programme, un peu, je pense, de s'inscrire dans ce grand processus historique. François Chim, qui va militer au sein du Front de libération du Québec, en fait, dans l'armée révolutionnaire du Québec, va dire l'indépendance, c'est moins un processus politique qu'un processus historique. C'est un développement. Alors, avoir conscience de son développement, c'est déjà une mise en forme, une mise en œuvre du projet porteur sous-jacent qui répondait à des aspirations nationales de libération et qui répondent encore aujourd'hui. C'est ce que nous prétendons. Donc, on va se rendre, j'espère, jusqu'à 1867, ma foi. Ouf! Ça n'a pas de bon sens. Il y a d'autres échecs militaires. Bon, les patriotes, ça va être des échecs militaires. Hein. Il va y avoir une répression majeure. Hein. Ça va être Lord Durand qui va venir ici. Assez libéral dans sa façon de faire, mais qui va dire oh, là, il faut les assimiler, il faut trouver un moyen de les assimiler. Ça va être l'acte d'union. L'acte d'union, c'est aussi fondamental parce que on arrive à un stade aussi où les Canadiens, en devenant dans le Canada uni, la portion ouest et la portion est, mais c'est un gouvernement, le Canada uni, les Canadiens perdent quoi? Ils perdent la majorité ethnique et ils perdent la majorité parlementaire. Alors, ils perdent de leur puissance, ils perdent de leur instrument qui leur servait à revendiquer. Les conséquences vont être catastrophiques. Au niveau démographique, donc c'est la minorisation. Au niveau territoire, c'est la réduction comme une peau de chagrin, hein, encore une fois. C'est la perte de l'État autonome, c'est-à-dire de l'État des Canadiens français. C'est la hausse de la dette publique. Les deux États sont mis ensemble en commun pour la dette. Et le Bas-Canada n'était pratiquement pas endetté, le Haut-Canada énormément. Le Haut-Canada va donc financer le régime industriel de l'Ontario. Si l'Ontario est si développé industriellement parlant, c'est grâce au fonds public du Bas-Canada, en grande partie, qui ont épongé en quelque sorte ces dépenses-là. Au niveau linguistique, recul du français, le français devient illégal sur la l'Union. Il va y avoir des luttes, par exemple. Il va y avoir des pertes linguistiques incroyables sur l'ensemble du territoire de ce qui va devenir le Canada. Au niveau politique, l'objectif d'indépendance va être mis en sourdine longtemps. À peu près jusqu'en 1917. C'est 80 ans, ça. C'est long. L'objectif de la République, l'idée républicaine, encore plus longtemps, va apparaître à peu près qu'au début des années 60. Le moyen politique pour parvenir à ça aussi va être abandonné. La lutte armée patriote, nécessaire au moment des combats. D'ailleurs, les frères chasseurs, en 1838, ont pris le relais des Fils de la Liberté en 1827. La lutte armée va être abandonnée jusqu'au Front de libération du Québec en 1963. Et surtout, comme je disais, au parlementarisme, la perte de la majorité, c'est l'impuissance. Et au niveau social, quelles étaient les élites? Qui orientait des gens imbus d'idées laïques, de laïcisme, des gens imbus de république, des gens imbus d'égalité, même si ce n'est pas une égalité achevée avec les femmes entre autres, mais qui sont quand même dans un processus égalitaire beaucoup plus avancé, évidemment, que tous les autres segments de la société. Et ces gens-là, ils sont tantôt décapités, tantôt exilés, tantôt, là, ils ont peur parce qu'il y a une méchante leçon. Et il va y avoir d'autres élites
qui vont prendre le relais. Pas pour notre bien. Ça va être l'instauration du conservatisme ultramontain longtemps. Au moins un bon 100 ans, jusque tard dans les années 40, 50. Ça va être très conservateur. En fait, ça va être le début de la fameuse Christ-Ridden Province, comme les Anglais vont appeler le Québec. Parce que, en fait, l'Église n'aura jamais eu ce pouvoir sous la Nouvelle-France, ni à l'époque des luttes patriotiques. Jamais. Mais là, elle va avoir du pouvoir, parce que ça va faire l'affaire des Anglais, parce que de tout temps, depuis la Cession, l'Église s'est empressée de dire « Soumettons-nous, c'est le gouvernement légitimement élu, on n'a pas le droit de se rebeller contre l'autorité souveraine. » Bref, tout le Bataclan. Et en conséquence, à partir de cette époque, pendant 100 ans, le nationalisme va être conservateur. Il va se replier sur lui-même et il va perdre l'objectif indépendantiste. Il va perdre l'objectif séparatiste, en quelque sorte, pendant 100 ans, grosso modo. Et là, on va tomber dans le délire. Le délire de la réécriture de l'histoire. Et ça, c'est très important parce qu'on a parfois tendance à lire une livre d'histoire et dire « c'est ça qui s'est passé, c'est la vérité ». Et pas tout le temps. Des fois, il y a des réécritures, hein, comme dire la session, c'est une bonne affaire. Bon, je pense que c'est pas tout à fait ça. On peut le démontrer au début. Mais là c'est dans la suite de Lionel Groulx, ça va être la mythification de la religion, des Canadiens français catholiques, l'instauration du mythe de dollar comme un héros, alors qu'on avait des héros. Là, on va les oublier assez vite parce qu'on leur refuse, la sépulture. Ben, on les excommunie. Ils se rebellent. Ça va être le mythe de l'évangélisation de l'Amérique. On va sauver la terre entière par les Canadiens français catholiques. Oui, le genre. Et ces mythes-là vont prendre une certaine forme un peu plus tard, au niveau politique, par les fameuses nations fondatrices. Tu sais, le pacte des deux nations en 1867, comme s'il y avait eu un pacte en 1867. Complètement, c'est du délire. En fait, ça s'inscrit là parce qu'on a tout coupé le reste, mais il faut bien construire quelque chose, on construit des mythes. Il faut d'avoir des réalités matérielles structurantes pour notre libération. 1840 à 1867, bon, ça va être surtout la lutte pour la langue française qui était illégale, surtout avec La Fontaine. La lutte pour la gouvernance aussi. Ouais. Enfin, ou peut-être tant mieux pour vous, je ne sais pas trop. 1848, l'octroi de la responsabilité ministérielle. Ce n'est pas le gouvernement responsable. C'est deux choses différentes. Dans l'histoire, des fois, on dit gouvernement responsable, c'est pas ça. Le gouvernement responsable est responsable devers la Chambre d'Assemblée minimalement, et si on veut, si on souhaite dans un régime vraiment démocratique, devant le peuple. Bon, c'est pas le cas. Mais c'est un début de ça. C'est la responsabilité ministérielle devant la Chambre d'Assemblée, le gouvernement. En tout cas, c'est pas tout à fait clair, mais ça commence. 1849, là, si vous voulez, il y a une loi d'indemnisation sur les victimes de 1837. Il y a une méchante résurrection anglaise. Quelques villages ont été détruits, dont Saint-Benoît complètement rasé. Là, les Anglais n'aiment pas ça. On brûle le Parlement, il est à Montréal, c'est les Canadiens, on le brûle. On va le déménager à Kingston, à Ottawa un peu plus tard, en régime anglais, ça va faire bien l'affaire. De 1864 à 1866, c'est les débats sur la nouvelle forme d'organisation politique. Ça coïncide avec le développement chez l'élite anglaise, qui ne se considère plus tout à fait comme des Anglais. En fait, ils se considèrent comme des Canadiens anglais. Et à partir de ce moment-là, parce que ces marchands-là à Montréal, c'est plus l'intérêt de la métropole. Ils voient non, ça marche pas. À ce moment-là, forcément, si eux se considèrent des Canadiens anglais, alors que nous, on est des Canadiens, on va devenir des Canadiens français. C'est la réduction de la portée nationale, en quelque sorte. Donc, il y a quand même quelques luttes. Pensons à Médéric Langto, entre autres. Médéric Langto va fonder une association de travailleurs, un aspect très progressiste, et il va lutter, il va faire des manifestations à Montréal très importantes contre la Confédération, parce qu'il estime que c'est la minorisation complète des Canadiens, c'est l'achèvement de leur pouvoir. 1868, c'est l'instauration de la Confédération canadienne. C'est une autre structure. Petit graphique, on ne voit rien, mais en tout cas, j'ai fait ça ce matin, mais qu'est-ce que vous voulez? Le grand carré ici, là, assuré, c'est le gouvernement fédéral,
qui est en fait le gouvernement national des Canadiens anglais. Les carrés ici, ce sont les assemblées législatives des gouvernements provinciaux qui ne représentent pas la nation en soi, territorialement parlant, sauf une domination au Nouveau-Brunswick. Après la déportation, les occasions sont revenues. Ils ont une domination au Nouveau-Brunswick. Ils n'ont pas trop de contrôle sur l'État, mais ils sont là. Les nations autochtones, ils sont comme partout. Ils n'ont pas de contrôle pantoute, en autre part. Et il y a le Québec, majoritaire dans son petit État provincial, territoire vaincu pour les conquis. Et là, le gouvernement national des Canadiens français n'est pas sur le même pied que le gouvernement national des Canadiens anglais. Il y a une structure d'oppression nationale jusque dans le fonctionnement de la Confédération. Et c'est très important de comprendre cela pour la suite des choses. Suite des choses qui deviendra un jour ou l'autre, incessamment. Est-ce que, je vois 10h37, est-ce que ou non, oui, non? Faut arrêter. Faut arrêter. Arrêtons! Alors voilà, on était pas mal rendu à 1867 avec l'acte de l'Amérique du Nord britannique, en fait de son vrai nom British North American Act, qui n'a jamais été traduit officiellement en français. Tu as dit que jamais je sais. Une précision? Oui. C'est la reine d'Angleterre qui officiellement est notre souverain? Oui, là, maintenant c'est la reine, mais jadis ça a été un roi, mais en fait c'est le souverain d'Angleterre, oui. Donc la religion anglicane sera officiellement notre souverain? Pas tout à fait. Non. Parce qu'en fait, oui, mais en fait, c'est que le serment du test qui a non, été qu'est-ce que je veux dire? Je cherche mon idée, là. Je cherche comment le dire, surtout. C'est, en fait, c'est le Parlement de Londres qui est dépositaire de la Constitution canadienne, mais dont l'aspect exécutif au sens de chef d'État repose évidemment toujours dans la monarchie, sauf que le souverain d'Angleterre, c'est la religion étatique anglicane en Angleterre. Parce qu'en fait, le souverain d'Angleterre a encore des titres sur la souveraineté de la France, en passant. Dans sa titulature officielle, le souverain d'Angleterre se déclare encore souverain de la France. Parce qu'il y a oui, c'est des querelles de la guerre de 100 ans qui ne sont pas réglées. Parce qu'il a été vaincu. Oui et non. En 1763, par exemple, dans le traité de Paris... C'est comme ça, en fait, que notre État s'est assujetti à l'Angleterre en disant, si vous nous donnez la religion... Oui. Ben, en fait, toute la portion des ecclésiastes, assurément, oui, tout à fait. D'ailleurs, on va le voir à l'époque de la Révolution française. Les Anglais vont volontiers offrir du transport gratuit aux ecclésiastiques français qui quittent la France révolutionnaire pour les envoyer au Canada pour essayer de nous emberlificoter davantage. On en a eu là, des clergés là, assez conservateurs, merci, qui ont commencé à prêcher toutes sortes de choses. Avec les résultats que nous connaissons. Donc, 1867, on disait un petit peu, pour faire un peu le lien, là, que à l'époque, après la chute des patriotes, en fait, après la répression des patriotes, les élites conservatrices et ecclésiastiques ont commencé à se monter plusieurs mythes pour tenter d'expliquer leur histoire selon leur point de vue, en quelque sorte. Et un de ces mythes-là, au niveau politique, c'est le pacte entre les nations fondatrices et entre les deux nations fondatrices. Et pourquoi je dis que c'est un mythe? Parce que si, en 1867, ça avait été un pacte entre les deux nations fondatrices, anglaises et françaises, les institutions politiques de la Confédération, la structure politique de l'État, auraient dû refléter ce pacte. Or, ce n'est pas le cas, parce que la structure de l'État, c'est ça. C'est le gouvernement national des Canadiens anglais qui domine, et pas sur le même niveau de structure que les gouvernements, les législatures provinciales, dont le gouvernement national canadien-français qui graduellement va se transformer en un gouvernement national québécois. 1867, c'est bien important parce que, en fait, il y a l'effet positif sur un gain à court terme. En 1840, avec l'acte d'union, on perdait la majorité parlementaire et la majorité
ethniques à l'intérieur du Canada uni. Mais en 1867, dans la province de Québec, on retrouve une majorité parlementaire et une majorité démographique. Sauf qu'elle est restreinte au Québec, alors que 3 autres provinces sont mises sur pied au départ. Hein, c'est les 4 provinces fondatrices. L'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et le Québec, bien sûr. En fait, c'est 3 au Québec. C'était 3 provinces parce que c'était le Canada uni, mais avec ses 2 portions, Canada de l'Est et Canada de l'Ouest. Donc, en 1867, c'est un nouveau système politique qui est mis en place. Un système politique, cependant, qui n'est pas du tout républicain. Au sens où, dans une république, il y a une séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Chacun des instances de pouvoir, normalement, dans une république bien faite, en quelque sorte, est issu du peuple et chacun des pouvoirs est un contre-pouvoir avec les autres pouvoirs pour s'équilibrer, en quelque sorte. Un peu comme aux États-Unis, le Sénat, normalement, est une contrepartie du président, qui peut l'empêcher, et qui peut même, avec l'impeachment, qui peut même le destituer dans certaines circonstances. Or, dans le système d'une monarchie constitutionnelle, c'est pas du tout le cas. C'est une concentration des pouvoirs. La seule action populaire que les gens ont, c'est sur l'élection du corps législatif. On élit des députés. C'est tout. De l'ensemble des députés, de l'ensemble donc de la Chambre d'Assemblée, est issu en quelque sorte de la majorité législative, le gouvernement exécutif, mais un gouvernement exécutif qui n'a pas le contrôle de l'État. C'est un gouvernement qui est encore assujetti au chef d'État, qui est en fait, par ses représentants, le souverain d'Angleterre et le Parlement de Londres. Mais en fait, ça se trouve être le gouverneur général, ou la gouverneure générale en l'occurrence, maintenant, et les différents gouverneurs dans les différentes provinces. Alors que le pouvoir judiciaire, lui, est nommé, les juges ne sont pas élus, ce que je cherche, ils sont nommés par le cabinet du premier ministre. Donc, le premier ministre, à l'intérieur de son cabinet, c'est le plus haut fonctionnaire dans un système monarchique constitutionnel, parce qu'il peut être rappelé. Il n'a pas le pouvoir suprême de l'État, mais il y a une concentration telle de pouvoir que, donc, il fait partie du corps législatif majoritaire, si on est dans un cas d'un groupe parlementaire majoritaire. Il a le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Alors, disons qu'on est très, très loin des objectifs républicains ou progressistes qu'on peut avoir connus à l'époque des patriotes. La Fédération canadienne de 1877, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle c'est pas une confédération, c'est une fédération. Si ça avait été une confédération, on aurait pu parler de pacte, justement. Or, c'est une fédération et c'est une fédération très centralisatrice parce que des pouvoirs sont identifiés, hein, des champs de compétences, c'est très clair. D'ailleurs, le déséquilibre fiscal origine de 1867. Qu'est-ce que ça veut dire, le déséquilibre fiscal? C'est-à-dire que le gouvernement fédéral a la plupart des pouvoirs qui font de lui la source d'argent. Hein? Les taxes, les douanes, le commerce international, etc. Il a surtout des domaines qui lui permettent de gagner de l'argent. Alors que les gouvernements provinciaux, les États provinciaux plutôt, ont plutôt, eux, des charges. La charge de l'éducation, la charge de l'enseignement, c'est pas avec ça que tu fais de l'argent. Ça t'en coûte. Alors, il y a nettement un déséquilibre fiscal entre les sources de revenus, les ponctions de revenus et les sources de dépenses, en quelque sorte. Et il y a déjà cette espèce de déséquilibre-là. Et le déséquilibre va être renforcé, parce qu'en 1867, il va y avoir une clause, après la détermination des compétences exclusivement provinciales et des compétences exclusivement fédérales, il y a une clause qui dit que les pouvoirs résiduaires, les pouvoirs qui ne sont pas encore déterminés dans la Constitution, vont automatiquement devenir fédéraux. Alors, historiquement, la Fédération canadienne va toujours se centraliser de par la transformation des pouvoirs qui vont arriver. Exemple, en 1867, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de communication téléphonique. Quand ça va apparaître, ça va devenir quoi? Fédéral. Et multipliez ça ad vitam aeternam, vous en avez un méchant paquet. Et vous allez voir, ensuite, plus tard, ça va encore se complexifier, ça va encore pire. Sauf qu'au départ, en 1867, la Confédération, elle est fragile. C'est tellement vrai qu'en 1868, l'année suivante, la Nouvelle-Écosse tente de s'en aller de là. Ah, je veux sacrer mon camp, ça ne marche pas. Il y a un mouvement indépendantiste fort en Nouvelle-Écosse en 1868 avec Charles Tupper, entre autres.
En 1869, Terre-Neuve refuse d'entrer dans la Confédération. Les autres ne sont pas encore prêts, puis ils vont attendre, ça va être les derniers à rentrer en 1949. Puis en 1869 aussi, là c'est important, on a l'esprit républicain qui surgit de nouveau, mais cette fois-ci dans l'Ouest, chez les Métis. Ils établissent un conseil révolutionnaire, ils proclament la République métisse. Et là, le gouvernement fédéral, bon, évidemment, n'acceptera pas ça. Non seulement parce que, parce que la proclamation d'une république à l'intérieur d'une monarchie constitutionnelle constitue un acte, disons, de... Provocation. Oui, provocation, c'est le moins qu'on puisse dire. Lèse-majesté, traîtrise, appelez tout ce que vous voudrez, un acte subversif au maximum. En fait, c'est la constitution d'un autre pays, d'un autre pouvoir parallèle. Alors, que va faire le gouvernement fédéral? Ils vont envoyer les premières milices qui vont devenir, en quelque sorte, l'ancêtre qui va se transformer en RCMP, hein, la Royal Canadian Mounted Police, ou la GRC si vous voulez. Ça va être l'ancêtre, en quelque sorte, de la police politique. Ça commence déjà à l'époque donc des Métis. Mais les Canadiens français, au Québec, se reconnaissent beaucoup dans les Métis. D'abord parce que beaucoup de Canadiens français sont en fait des Métis, tout simplement, en partie, en partant, et parce que la majorité des Métis parlent français. Évidemment, il y a des Métis qui parlent anglais, mais les Métis s'entendent assez bien entre eux. Et donc, les Canadiens vont se reconnaître dans ces figures-là, en particulier dans la figure héroïque, en quelque sorte, de Louis Riel. Alors, donc 1870, c'est l'insurrection métisse à Rivière-Rouge. Sauf qu'après les premiers soubresauts, là, la Fédération va vraiment asseoir ses piliers. C'est un peu important de comprendre pour après comprendre la dynamique de pouvoir qui va s'opérer. 1871, la Colombie-Britannique devient une province de la Confédération. 1873, c'est l'île du Prince-Édouard. Et 1873, quelque chose de très important, c'est la fin du double mandat. C'est quoi le double mandat? C'était la capacité pour quelqu'un de se présenter comme, en même temps, être député fédéral et député provincial. Alors, quand c'était le cas, et c'était le cas pour la plupart, de par la nature de la Constitution canadienne, de la Fédération canadienne en fait, on pouvait à la fois tenter de défendre le Québec et tenter de défendre le Québec au fédéral. Il y avait comme ça sapait un peu le pouvoir central, de par la représentativité. Mais en mettant fin à cette représentativité-là, ben, les politiciens vont se professionnaliser, soit dans leur province ou soit au fédéral. Alors, ça va faciliter la mainmise du fédéral sur, mainmise idéologique ou politique, sur son propre fonctionnement. Il va y avoir moins de sources politiques aptes à saper le pouvoir. Voilà. 1875, il y a quelque chose qui est terrible au Québec, c'est que depuis 1841, l'instruction publique était redevenue publique. L'instruction était redevenue publique depuis l'acte d'union. En 1875, les ultramontains, ils mettent fin au ministère de l'Instruction publique. Il n'y aura plus de ministère de l'Éducation publique et la conséquence, ça va être, disons, le développement d'une éducation essentiellement catholique, très conservatrice, et c'est l'ultramontanisme qui va dominer la pensée philosophique de cette période-là. Ça va évidemment avoir une nette incidence sur les projets républicains et émancipateurs au Québec. Dans toute cette période-là, il y a à peu près un seul individu, très isolé, qui parle de lutte d'indépendance. Mais vous allez voir, très teinté. C'est Jules-Paul Tardivelle. C'est un Américain d'origine canadienne, ou canadienne-française, si vous voulez, qui a fait ses études à Nicolet, au Québec. Et lui va prêcher l'indépendantisme, mais à la différence de Médéric tantôt, ou des autres que je n'ai pas parlé, mais en fait, de ceux qui, de 1842 à peu près, après la répression des Patriotes, jusqu'à 1880, il y a eu quelques revendications indépendantistes, mais ce n'était pas l'indépendance du Bas-Canada ou du Québec pour l'indépendance du Québec. C'était toujours dans l'optique de l'annexion aux États-Unis. Toujours. On veut devenir indépendant pour s'annexer aux États-Unis, pour différentes raisons, pour le commerce, pour profiter de l'esprit républicain, pour profiter de la révolution industrielle. Il y avait toutes sortes de raisons. Jules-Paul Tardivelle, c'est vraiment l'indépendantisme
en soi. Hein, c'est le séparatisme, sauf qu'il est ultramontain, canadien-français, catholique, à mort. Tu sais, là, de bout en bout. Il n'y a pas d'État séparé, c'est l'État est catholique. Donc, il va être relativement isolé de par son indépendantisme, même chez les ecclésiastiques. Et évidemment, chez la population, il n'y aura pas grand écho. Mais ça fait quand même, disons, penser que les aspirations nationales ne sont pas mortes. Ils prennent différentes teintes, très conservatrices, mais ne sont pas mortes. Là, c'est très important à compter de 1885. Oui? Non, c'est un écrivain, un journaliste, en fait, un journaliste américain qui va fonder un certain nombre de journaux. Il va collaborer à beaucoup de journaux, mais c'est un écrivain, essentiellement. En 85, donc, seconde insurrection métisse, où Riel est pendu. Le jury demande clémence, mais John A. Macdonald, qui est le premier ministre du Canada, non. Dans le cadre de l'insurrection, un orangiste était allé dans l'Ouest et s'était fait tuer par les Métis. C'est vraiment l'opposition religieuse, mais aussi conservatrice et ethnique dans ce conflit-là. Ça va avoir d'énormes répercussions au Québec. Il va y avoir une assemblée gigantesque à Montréal au Champ de Mars. Et c'est là que Honoré Mercier va faire un des discours les plus importants, du moins à cette époque, qui va dire « Arrêtons cessons oui, nos querelles intestines, nos querelles entre nous, en référence aux Canadiens français, de quelque horizon que ce soit. Rassemblons-nous et faisons ce qu'on a à faire. » D'ailleurs, il va fonder le Parti national. Il va prendre le pouvoir en 1887, Honoré Mercier, au Québec. D'ailleurs, la même année, il va convoquer la première conférence interprovinciale pour tenter de résoudre quoi? Le déséquilibre fiscal. 1887. C'est mot pour mot dans les actes, les minutes des conférences. C'est extraordinaire comme on n'apprend pas toujours du passé. Mais enfin. 1896, Wilfrid Laurier est élu premier ministre du Canada. Bon, là, ça fait comme un drôle d'effet. Les Canadiens français sont bien fiers, on a un premier Canadien français premier ministre. Mais on va se rendre compte rapidement qu'il penche beaucoup du côté des Anglais. Oui, tout à fait. avant le temps, quelque sorte. Il va militer pour la marine de guerre impériale britannique. Il faut construire des vaisseaux pour l'Empire. Alors, il est vraiment dans un esprit où le Canada doit servir l'Empire. L'Empire britannique qui est à son comble, le soleil ne se couche jamais, n'est-ce pas? Les Anglais sont tout partout sur les 5 continents. En 1897, là, c'est intéressant, parce que là, on voit que tout ce courant conservateur, mais 1897, ça fait 60 ans que c'est la révolte des Patriotes, en 1837, et il se publie un document, essentiellement quelques journalistes, des poètes, des dramaturges, des écrivains, et on se réapproprie le caractère progressiste des luttes des Patriotes en 1897 dans un magnifique document qui s'appelle « 60 ans de liberté ». Les vrais lucides, quoi. Quoi? Les vrais lucides. En quelque sorte. Les lucides solidaires, bien sûr. Document qui est accessible par Internet sur le site de la Bibliothèque nationale et les archives. Je vous conseille d'aller voir parce que c'est très intéressant de manifester ce regain de vie progressiste. Il va sûrement inclure le 12 sur les plaines d'Abraham. J'espère. Par qui que ce soit. En et là, il va y avoir comme deux axes, l'axe politique et l'axe économique dans lesquels va reprendre la lutte pour l'indépendance. D'abord, dans un premier temps, ça va être une lutte anti-impérialiste. Laurier, lui, il est très impérialiste. Alors là, les Canadiens français qui veulent l'émancipation vont s'éloigner de Laurier, les nationalistes en l'occurrence. 1899, c'est la guerre des Boers. C'est quoi la guerre des Boers? C'est où ça se passe? C'est en Afrique du Sud. Mais en fait, c'est qu'on demande aux Canadiens anglais, mais aussi aux Canadiens français, d'aller se battre avec les soldats de l'Empire britannique contre les Boers en Afrique du Sud, qui, en fait, représentent en quelque sorte des anciens colons africaneurs qui dataient déjà presque 2 siècles, je crois. Ça ressemblait drôlement à notre propre situation comme Canadiens français chez nous. On nous demandait d'aller se battre contre un peuple qui est à peu près comme dans notre situation. Alors, il va y avoir une grande résistance au Canada français par rapport à ça. 1903, c'est la fondation de la Ligue nationaliste.
avec des journalistes de combat, des journalistes là, qu'on dirait à gauche, les Homer Héroux de ce monde, Jules Fournier, Oliver Asselin, évidemment. Donc, on a vraiment des personnalités en vogue, nationalistes, mais vraiment là, ouverts sur le monde, très progressistes pour cette période de l'histoire. 1910, très important, fondation du devoir. Une réaction anti-impérialiste et le développement chez Henri Bourassa, le fondateur, d'une pensée nationaliste, mais d'un nationalisme canadien. C'est-à-dire canadien au sens de canadien incluant le Canada anglais, un genre de Canada moderne en quelque sorte, par opposition au nationalisme canadien-anglais qu'on décèle à ce moment-là, qui est très impérialiste. En ce sens, rompons avec l'Angleterre, n'allons pas dans le sens de leurs intérêts, mais des intérêts canadiens. Mais ce n'est pas un nationalisme québécois, en quelque sorte, si vous voyez un peu la différence. Ouais. C'est une souveraineté canadienne. Oui, en quelque sorte. 1917, ben, c'est la conscription. Là, on va rentrer dans l'ère moderne, en quelque sorte, de l'indépendantisme. Du côté des luttes économiques, 1900, fondation des caisses populaires des jardins. Ça, c'est intéressant parce que les banques sont de charte fédérale. Là, oups, ce n'est pas une banque, c'est une caisse. Et le fédéral va lutter, va s'opposer à la reconnaissance de cette institution financière-là. Il y a à la fois un aspect très progressiste, évidemment, d'avoir une caisse populaire, à l'époque surtout, comment il était géré, c'est pas comme aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est quand même pas trop mieux. Ah, ça on pourra en discuter longuement. Mais, et ça s'inscrit un peu pour élargir le champ, en quelque sorte, le champ des compétences provinciales. C'est comme une tentative d'aller un peu plus loin, comme le sera beaucoup plus tard la Caisse de dépôt et de placement, par exemple, la Société générale de financement. En 1902, c'est la fondation du Trust général. 1907, c'est les hautes études commerciales. Donc, on voit comme un renouveau du nationalisme au point de vue économique. Hein, emparons-nous nos richesses, en quelque sorte. Un foisonnement d'écoles techniques. Et ça va nous mener donc à la conscription de 1917. Et là, ça, c'est absolument majeur. Dans le contexte géopolitique mondial, ben, c'est la révolution russe. Hein? Les puissances occidentales tremblent au pouvoir des travailleurs qui commencent à prendre conscience de leur propre force politique. Chez nous, d'ailleurs, au moment de la lutte contre la conscription, il va y avoir des appels isolés, c'est vrai, mais des appels à la grève générale, à la désobéissance civile et même à l'insurrection. Ces gens-là, évidemment, vont être arrêtés, vous comprendrez bien. On ne leur laissera pas la parole. Juste pour vous donner une idée, 2 ans plus tard, à Winnipeg, en 1919, c'est la grève générale, qui s'inscrit un peu dans le même contexte, pas à cause de la conscription, mais dans ce contexte-là de ces années-là. La répercussion majeure de la crise de la conscription, c'est, disons, dans l'intérieur de l'enceinte de l'Assemblée législative, c'est la fameuse motion Franqueur. Joseph-Napoléon Franqueur, député de Lotbinière, dépose en décembre 1917 une motion à l'Assemblée législative qui dit ceci, que cette Chambre est d'avis que la province de Québec serait disposée à accepter la rupture du pacte fédératif de 1867 si, dans les autres provinces, on croit qu'elle est un obstacle à l'union, au progrès et au développement du Canada. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, dans le Canada anglais, on voyait Henri Bourassa et les nationalistes progressistes comme Oliver Asselin ou d'autres, quoique Oliver Asselin a participé à la guerre aussi quand même. Je pense qu'à la première aussi comme... non, je pense qu'il était même à la direction d'un bataillon. Mais il y avait, en tout cas, il y avait une vision plus... Oui, en quelque sorte, effectivement. Et donc, dans la presse canadienne-anglaise, on voyait beaucoup Henri Bourassa comme une sorte de support aux puissances ennemies européennes, comme on concevra Maurice Duplessis comme la 5e colonne d'Hitler dans une certaine perspective un peu plus tard. Évidemment, il va y avoir la loi des mesures de guerre. On va connaître ça un peu plus tard, la loi des mesures de guerre. Et il y a des émeutes à Québec, il y a 4 morts. Hein. L'armée, le gouvernement fédéral somme l'armée, des bataillons de Toronto, composés de Canadiens anglais et d'Allemands, de venir à Québec et de faire l'acte de boucherie qu'ils ont fait. Ils ont tiré dans le tas, il y a eu 4 morts. Après cet épisode-là, c'est en quelque sorte le nationalisme
de Lionel Groulx qui va prendre le relais avec l'Action française. Et là, toute une série de groupes indépendantistes vont être mis sur pied dans les années 30, qui vont tous être très teintés de fascisme, dans certains cas de façon ouverte, ou à tout le moins de corporatisme très avancé, où on voudra établir un État catholique fort, avec un chef fort, un peu à l'image de Mussolini ou de Salazar au Portugal. Ça va être un peu des fois franco, mais ça va être, on va admirer ces chefs forts et puissants qui vont libérer leur patrie. Donc avec une grande teinte de conservatisme, voire de très réactionnaire parfois. OK. Cependant, en 1935, les Jeunesses patriotes publient un numéro spécial de leur journal qui s'appelle L'Indépendance, qui est dédié à Lionel Groulx. Dans ce journal-là, évidemment, c'est un journal corporatiste et fascisant, mais il y a au moins le mérite d'être très clair, en ce sens que, dans une petite colonne de présentation sur la première page, on dit ceci. Un peuple qui accepte la servitude comme une chose normale n'est pas digne de vivre. Le peuple canadien-français n'aura le droit d'exister comme nation, au sens anglais du terme, entendons-nous, que le jour où il se libérera du joug étranger, et ce droit, nous le réclamons, nous l'exigeons, nous l'aurons. C'est pourquoi toute la jeunesse qui se donne la peine de penser aujourd'hui doit crier « Vive l'indépendance nationale, vive la nation canadienne-française, libre et indépendante ». On a quand même là une réappropriation du discours indépendantiste, mais corporatiste et fascisant. 1937, c'est la publication de Séparatisme, doctrine constructive de Dostler O'Leary, archi-réactionnaire, mais c'est le premier ouvrage, au moins ça son mérite, le premier ouvrage à tenter d'analyser théoriquement un peu tout ce que ça recèle comme conséquence l'indépendance. Mais c'est archi-réactionnaire, je vous jure, vous allez dire ça, vous allez vous arracher les cheveux de la tête. En 1936, c'est la fondation de la Nation par Paul Bouchard. Pendant un petit moment dans l'année, en 1936, la Nation va vouloir accéder à l'indépendance, mais ils vont rapidement revenir vers une sorte de nationalisme autonomiste qui va préfigurer Maurice Duplessis, d'ailleurs, en 1936, c'est la fondation de l'Union nationale. Maurice Duplessis, hein, n'est-ce pas? Qui va devenir le pouvoir jusqu'en 1959, jusqu'à sa mort. Sous son règne, interrompu cependant de 1939 à 1944 pour la Deuxième Guerre par Adélard Godbout. Donc, sous son règne, salut Roger. Très bien. Ça va être, bon, il y a beaucoup de mesures évidemment antisociales. La loi du Canada de 1937, c'est un exemple célèbre, mais il va quand même faire quelques bons coups, disons, retentissants. 1947, l'impôt sur le revenu sur les compagnies. 1948, le fleur-d'Élysée. Et 1954, l'impôt sur le revenu personnel. C'est quand même des gains eu égard au caractère autonomiste défini de la province de Québec dans la Fédération canadienne. Mais évidemment, au niveau de la société, on va manger son pain noir longtemps. Cependant, à l'époque de Godbout, dans le cours interrègne de Godbout, il y a toutes sortes de choses très intéressantes qui se sont opérées au niveau progressiste. En 1938, Georges-Henri Lévesque fonde l'école sociale de sciences politiques de l'Université Laval. C'est l'émergence un peu d'un foisonnement de pensée sociale, ça veut dire un peu l'émergence de la gauche future. 1940, le droit de vote des femmes, enfin, après ce qu'on a discuté ce matin. Le salaire minimum en 1940 aussi. En 1944, fondation d'Hydro-Québec. Et voilà. Sauf que, Adélard Godbout, il ne va pas rester historiquement comme un premier ministre marquant. Peut-être à cause de la conscription, parce qu'il va un peu militer en faveur de la nécessité d'envoyer des soldats canadiens-français en Europe. Camille Léaud va résister à ça, à l'enregistrement nécessaire en 1940. Il va se faire emprisonner. Puis en 1942, ben, c'est la fameuse conscription. Il va y avoir le fameux plébiscite. La promesse avait été faite, comme en 1917, aux Canadiens français. Tout le monde vote, on connaît le résultat. Et là, ça augmente, si on veut, la séparation entre les deux solitudes, en quelque sorte. D'ailleurs, en 1942, il a fondé le Bloc populaire canadien, qui est à la fois un parti fédéral et québécois, par André Laurando et Maxime Raymond, qui vont lutter essentiellement contre la conscription.
là, c'est dans cette période-là, c'est pas grave. Dans cette période-là, les forces populaires progressives là, fourmillent un peu partout, mais sont encore un peu souterraines. Il y a les arts, il y en a qui sont un peu à l'avant-garde au niveau des arts. Pensons au reflux global en 1948. Il n'y a pas un grand écho à ce moment-là. Il s'adresse à un public assez limité, mais néanmoins, on sent que ça grouille. Et le reflux global, ma foi, c'est une rupture, c'est un manifeste de rupture complète avec les États antérieurs. C'est un appel à la libération sur tous les plans. 1949, grève d'asbestos, grève majeure. Là, tout le mouvement syndical va se coltailler avec le régime du Plessis et va prendre des galons. Ils vont devenir la force sociale la plus importante dans les 2 décennies suivantes. 1955, c'est intéressant, c'est l'émeute de Maurice Richard. Tu sais, Maurice Richard est suspendu par Clarence Campbell à la fin de la saison, il ne peut pas obtenir le championnat des marqueurs, il y a une émeute. Mais cette émeute-là, elle n'est pas que sportive. Dans cette émeute-là, il y a beaucoup de ressentiments gardés gardés en eux des Canadiens français. Et d'ailleurs, ils commencent à se tranquillement, pas vite, à se trouver comme des Québécois finalement. Et là, un des leurs subit encore et encore des injustices. Et là, il se révolte parce que Maurice Richard, c'est notre héros éponyme. Pendant qu'on ne peut pas gagner dans la politique, dans l'économie, dans la culture, on peut gagner dans le sport. On a le meilleur hockeyeur au monde. C'est ça un peu le principe à cette époque-là d'identification. 1957, là c'est intéressant. On commence à rentrer dans les mouvements indépendantistes contemporains, modernes. Le premier, c'est l'Alliance Laurentienne. C'est un parti, en fait, c'est un mouvement plutôt, fondé par Raymond Barbeau. Il va être essentiellement animé par lui et par quelques acolytes. C'est un intellectuel autodidacte, en quelque sorte. C'est un parti de droite, conservateur et corporatiste. Cependant, c'est le premier parti à clamer ouvertement l'anticolonialisme. Il est nécessaire de rompre le lien colonial. Et pour lui, le lien colonial, c'est le gouvernement d'Ottawa, héritier du régime britannique antérieur. L'Alliance Laurentienne va être un mouvement unilinguiste qui va favoriser l'implantation du français comme seule langue au Québec. En fait, on va parler du Québec comme de la Laurentie, la République. C'est un parti républicain aussi, même s'ils sont corporatistes. On va parler de la République de Laurentie, c'est-à-dire du territoire alentour du fleuve Saint-Laurent. C'est un peu ça le principe. On va beaucoup mettre d'efforts et d'accent sur l'importance du chef dans ce parti-là, sur Raymond Barbeau comme leader, mais ça va assez peu de suite, si ce n'est que c'est la première réflexion globale, là, très articulée, beaucoup plus que celle de 1937, et ça va avoir le mérite de faire côtoyer des gens à l'intérieur du mouvement de l'Alliance Laurentienne, des gens comme Marcel Chaput et André Dallemagne, qui vont être extrêmement importants pour la suite des choses par rapport au mouvement indépendantiste. 1959, fondation de la Revue socialiste par Raoul Leroy. 1960 à 1963, l'Action socialiste pour l'indépendance du Québec. Donc, on avait l'Alliance Laurentienne à droite et très à droite. Là, on va avoir un parti très à gauche. En fait, un mouvement plutôt, excusez-moi, très à gauche. C'est la gauche radicale, nationaliste et socialiste, mais non marxiste. Ça fait partie de leur prérogative, si j'ose dire. Ils sont aussi unilinguistes, ils sont indépendantistes, mais cette fois-ci, ils ne parlent pas de République du Canada, ils parlent de Franc-Canada. Parce que pour Raoul Leroy, il va émettre une théorie comme quoi nous ne sommes pas des Québécois, nous sommes des Canadiens. En fait, les seuls vrais Canadiens, héritiers de cette espèce d'histoire, et le pays de ces vrais Canadiens-là devrait s'appeler le Franc-Canada. Ça va être la première organisation qui va mettre sur pied l'agitation politique, avec des manifestations publiques, proprement politiques. C'est quand même très important, je crois. Et à l'intérieur de ce mouvement-là va germer les forces de gauche, des jeunes beaucoup, qui vont être les plus impatientes suite à la prise du pouvoir du gouvernement libéral de 1960 avec Jean Lesage, et qui vont mettre sur pied le Front de libération du Québec en 1963. Ça germe vraiment dans ce groupe-là de Raoul Leroy. 1960, fondation du RIN, Rassemblement pour l'indépendance nationale, par André Dallemagne et Marcel Chaput, entre autres choses. C'est dans ce groupe-là qu'on va voir émerger Pierre Bourgault un peu plus tard comme grand tribun, en quelque sorte. C'est un parti de gauche, nationaliste,
pro-syndicalistes qui appuient les syndicats dans des manifestations publiques fréquentes. Mais c'est une gauche, disons, antinomique, au sens où il y a quand même une opposition en différents courants, et assez marquée qu'il va y avoir plusieurs scissions dans l'histoire du RIM. C'est un mouvement anticolonialiste et anti-impérialiste, comme l'était aussi le socialiste de Raoul Roy. Toujours unilinguiste. On voit qu'il y a des récurrences. Et là, on parle, c'est toujours des mouvements. C'est ça qui est intéressant, et eux vont donner naissance aux partis politiques indépendantistes. Et donc, ils militent beaucoup pour l'action directe. L'autre tangente que j'aimerais présenter à toute fin, c'est la frange d'extrême gauche, mais où il va y avoir aussi différents groupements. C'est le Front de libération du Québec. En fait, c'est la lutte armée. Hein, c'est le renouvellement avec la lutte armée des Fils de la liberté et des Frères chasseurs. Ça émerge en 1963. Contrairement aux autres groupes, ce groupe-là s'inscrit à l'extérieur du système politique. Hein. Ils ne veulent pas faire la lutte pour l'obtention du pouvoir. Ils s'inscrivent à l'extérieur. Et une des raisons pourquoi ils s'inscrivent à l'extérieur, pourquoi ils utilisent la force armée, parce qu'ils estiment, après l'élection de 1960 et de 1962, au départ, que c'est le fameux maître chez nous, hein, c'était pas suffisant. Les mesures que le gouvernement libéral mettait de l'avant, sous la pression populaire d'ailleurs, c'est pas le gouvernement libéral qui était tellement avancé, il y avait des pressions populaires de partout, entre autres syndicales et populaires, des mouvements sociaux qui se mettent en branle, mais ces jeunes-là vont être impatients. Ah, là, regarde, ça ne marche pas, on n'a toujours pas de ministère de l'Éducation, ça va prendre 1962. Les Anglais dominent partout dans les industries, on est obligé de parler en anglais. On se fait beaucoup aussi d'anti-capitalisme dans le FLQ. Parce qu'on se fait mettre à la porte pour un rien, l'usine ferme, on est prisonnier de ce système-là. Il faut le mettre à bas, prenons les armes. Bon, et c'est le début de la lutte armée qui va prendre différentes formes, qui va culminer en 1970 avec la crise d'octobre. Et je pense que c'est pas mal tout. Hein? OK. Bon, disons que, grosso modo, là, je ne rentrerai pas dans les détails de toutes les autres organisations, mais grosso modo, trois grandes tendances. 1960 et 1976, ce qu'on va appeler la période de la Révolution tranquille, en fait, puis on a beaucoup misé sur les libéraux, c'est absolument faux. Parce que ce qui est fondamental et ce qui traverse tout le champ politique de la gauche à la droite, toutes les organisations, toutes sans exception, partis, mouvements, c'est l'indépendance. Le Parti libéral, il va y avoir des scissions du Parti libéral, on va créer le MSA, il va y avoir François Aquin qui va démissionner, qui va être le premier député indépendantiste à l'Assemblée nationale. La question de l'indépendance va toucher l'Union nationale. Daniel Johnson, en 1965, va publier un manifeste, égalité ou indépendance. L'indépendance, évidemment, touche toutes les organisations que j'ai déjà parlé, va toucher les syndicats, parce que ça va être dans ces années-là que les syndicats vont commencer à se positionner sur la nécessité ou non de militer pour l'indépendance. Deuxième grande phase, à un moment donné, on ira plus en détail, 1976-1995, hein, prise du pouvoir du Parti québécois jusqu'au référendum de 1995, ça va être essentiellement des affrontements constitutionnels. Hein, c'est un peu ça, l'espèce de trame de fond, dans lequel il va y avoir des ruptures, il y a quand même des ruptures entre le Parti québécois et des organisations d'extrême gauche. L'extrême gauche marxiste-léniniste, entre autres, va en quelque sorte se faire harakiri en appelant non pas à voter non, mais à ne pas voter, à annuler son vote en 1980, avec les conséquences que ça va avoir, en tout cas. Puis il va tout avoir une réorganisation de la gauche au fur et à mesure, surtout à partir de 1995, après l'échec du référendum jusqu'à aujourd'hui. Et là, ça aurait été intéressant de voir ça en fonction de la question de l'indépendance, mais ça sera pour nous tantôt aussi.